Cet épisode de Pause Report vous est présenté par le défi Azimut Lorient Agglomération. Créée en 2011, cette épreuve est devenue en quelques années un véritable carrefour de la course au large, en même temps qu'un rendez-vous incontournable de la classe IMOCA, au point de figurer désormais au calendrier des IMOCA Globe Series. La 13e édition se déroule du 19 au 24 septembre avec un nouveau record de participation, puisque 35 bateaux s'aligneront sur l'événement. Un petit changement cependant cette année imposé par la météo, les runs de vitesse traditionnellement prévus le mercredi en rade de Lorient ont été reportés au dimanche remplaçant le Tour de Groix. La course de 48 heures disputée cette année en double aura quant à elle bien lieu avec un départ prévu jeudi. Et pendant que les bateaux seront en mer le vendredi 22, la Cité de la Voile Éric Tabarly accueillera des tables rondes consacrées à l'intelligence artificielle, l'énergie à bord et les foils dans la voile de compétition, ainsi qu'une conférence Tara en soirée intitulée « On a tous quelque chose de l'océan ». Pour ne rien manquer du défi Azimut Lorient Agglomération 2023, rendez-vous à Lorient-la-Base du 19 au 24 septembre et sur le site de la course www.défi-azimut.net. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 132e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 19 septembre, il est exactement 11h05 et nous allons parler aujourd'hui du défi Azimut Lorient Agglomération dont la 13e édition se dispute cette semaine à Lorient. 35 IMOCA y participent, dont 3 de dernière génération, menés par nos 3 invités du jour, qui sortent d'ailleurs tout juste de la conférence de presse d'une autre course des IMOCA Globe Series, retour à la base. Le premier a mis à l'eau son plan en manoir Charal 2 en juillet 2022. Il disputera la course de 48 heures du défi Azimut avec Franck Camas. Il s'agit bien évidemment de Jérémy Bayou. Salut Jérémy. Salut. Le second a quant à lui mis à l'eau Paprec-Arkea plan Coche-Finaucon fin février dernier. Il est comme Jérémy installé à Lorient. C'est bien évidemment Johan Richaum accompagné sur ce défi Azimut de Yann Eliès. Salut Johan. Salut, bonjour à tous. Quant au troisième, il vient de Concarneau. Il dispose depuis juin dernier d'un IMOCA tout neuf Massif Prévoyance. Plan Guillaume Verdier, sur lequel il a remporté un mois plus tard le Fastnet, associé à Pascal Bidégory. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Charlie Lalin. Salut Charlie. Salut à tous. Messieurs, avant de vous donner la parole, comme d'habitude, je vais faire une brève présentation de l'épreuve qui nous concerne cette semaine, le défi Azimut Lorient Agglomération. Épreuve lancée en 2011 et qui a bien grandi depuis au point de devenir un rendez-vous incontournable de la classe IMOCA et des IMOCA Globe Series. En témoigne une nouvelle participation record cette année de 35 bateaux. Le format de l'épreuve aurait dû rester inchangé, mais va cependant être bouleversé pour cette 13e édition, puisque les runs de vitesse qui ouvrent traditionnellement l'épreuve le mercredi ont été reportés à dimanche à cause de conditions météo trop soutenues. Ils remplaceront le Tour de Groix en équipage qui n'aura donc pas lieu. En revanche, la course de 48 heures, qui est un peu le plat de résistance de ce défi Azimut, est maintenue avec un départ jeudi. Et comme elle se cale chaque édition sur la grande course de l'automne, en l'occurrence cette année la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, cette course de 48 heures se disputera en double. On retrouvera d'ailleurs quasiment tous les participants du défi Azimut dans un peu plus d'un mois au Havre pour le départ de cette Jacques Vabre qui réunira plus de 40 bateaux et dont les tenants du titre en IMOCA sont Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Voilà pour cette présentation du défi Azimut Lorient Agglomération. Mais avant d'en parler, messieurs, vous êtes tous des anciens figaristes. Jérémy, tu as remporté la solitaire 3 fois, Johan Richaum 2 fois. Charlie, toi, tu as fait 5 podiums consécutifs. Je voulais juste vous faire réagir un peu sur l'actualité du week-end, en l'occurrence
l'annonce de l'exclusion de Benoît Tuduri qui avait remporté la dernière étape et le classement bisu avant que le Gévry ne découvre qu'il avait emporté à bord de son bateau une carte SIM et téléchargé des fichiers GRIP, ce qui est bien évidemment formellement interdit par le règlement. Vous qui êtes tous les trois des anciens figaristes qui avaient participé maintes fois à la solitaire du Figaro, quelle a été un peu votre réaction en apprenant cela? On va commencer avec toi, Jérémy. Déjà, je tiens à souligner la victoire de Corentin en haut. Oui, on va en parler. Essayer de rester sur le positif. Après, c'est sûr que je suis allé demander à Erwan Tabarly au pôle l'autre jour s'il trouvait que Tuduri avait pas un truc en plus, un petit truc de plus que les autres. Et effectivement, on a appris après qu'il avait un petit truc de plus que les autres. Donc voilà, je pense que pas besoin de commenter, à mon sens. Ouais, Charlie, tu as un petit mot? Bah oui, c'est vrai que voilà, voulais souligner le travail de la direction de course, des jurys là, d'être allé au bout des choses. Parce que ce que je trouve un peu difficile dans tout ça, c'est un peu pour ce qui a été un peu volé aux marins qu'on gagnait a posteriori des étapes ou des classements. Mais ouais, c'est vrai que voilà, mais effectivement, restons sur le positif. Bravo à Corentin qui a fait une super solitaire et Victor Le Pape qui gagne le classement bisu aussi. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas ce qu'on a trop envie de voir sur les courses sur les courses. Johan, un petit mot de ton côté et aussi un petit mot sur la victoire de Corentin que tu connais comme Jérémy et Charlie assez bien. Ouais, écoute, moi clairement mon cerveau a explosé quand j'ai appris la nouvelle. On savait que ça nous pendait au nez parce que la technologie elle est facilement accessible, mais c'est un des gros défis de la solitaire et c'est pour ça qu'elle est belle. C'est que il faut pas subir aux tentations de la tricherie. C'est de la monotypie, c'est strict. Ça se joue sans mise à jour météo sur 3 ou 4 jours. C'est comme ça. Moi, j'ai jamais eu de doute sur Jérémy ou Charlie avec qui j'ai couru pendant des années et c'est ça qui est génial. Et effectivement, là, on en parlait d'ailleurs avec Charlie ce matin. Nous aussi, on a eu un petit doute sur une ou deux traces où on s'est dit, putain, c'est quand même bizarre. Ça semble parfait, mais bon, après, on veut pas voir le négatif partout. Et donc voilà, écoute, on a tous découvert avec tristesse cette nouvelle. Par contre, je trouve que la bonne chose là-dedans, et comme l'a souligné Charlie, c'est que la direction de course et le jury se sont emparés du sujet. À ce que je sais, ils ont fait le tour de tous les PC des coureurs et que du coup, ils n'en ont trouvé qu'un autre, Pierre Daniello, qui ce matin d'ailleurs a été entièrement disqualifié de l'épreuve. Voilà, donc les deux tricheurs ont été rapidement trouvés, mis à l'écart de la flotte et je pense que la solitaire perdurera comme ça. Et on sait qu'on a des beaux vainqueurs sur lesquels on n'a jamais de doute parce que c'est une classe où les vérifications de jauge sont hyper fréquentes et puis la monotypie, elle pardonne pas là-dessus et ça se voit direct quand tu triches. Donc voilà, bravo à Corentin de l'avoir remporté, bravo à Jules Delpech qui gagne la dernière étape et puis voilà, écoute, j'espère que auront appris leur leçon et puis la classe aussi et tout ça, que ça reste une épreuve forte et surtout à armes égales. Jérémy, je crois que comme Johan, ta dernière participation à la solitaire remonte à 2019. C'était la première du Figaro 3 et c'est Johan qui l'avait emporté. Il fut un temps quand tu avais des projets IMOCA, ça t'arrivait de revenir de temps en temps sur la solitaire. C'est plus possible aujourd'hui? Ah, c'est une très bonne question, une très bonne remarque. Je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui. Je pense que je le faisais parce que le calendrier IMOCA était beaucoup moins dense que ce qu'il est aujourd'hui. Là, cette année, on a mis les bateaux à l'eau au mois de mars. On a eu une épreuve fin avril ou début mai directement. On aura 6 épreuves dans la saison en IMOCA. Donc ça paraît quasiment impensable d'arriver à faire les deux circuits en même temps. On sait tous que le circuit Figaro est hyper demandant en termes d'entraînement, d'implication, de fraîcheur aussi. Donc non, malheureusement, ou heureusement, parce que ça veut dire que le circuit IMOCA est bien plus structuré qu'avant. Ça paraît compliqué de faire les deux, mais je désespère pas un jour néanmoins de revenir sur la solitaire, parce que ça donne très très envie quand on les voit l'été naviguer, et la victoire de Corentin, encore une fois, à la Figariste, sans gagner d'étape,
en revenant du Diable Vauvert juste sur des petits coups et juste sur la vitesse en transperçant la flotte, ça donne très envie. Donc ouais, pourquoi pas dans les années à venir. Charlie, Johan, même chose. Est-ce que vous y reviendrez? Est-ce que ça donne toujours autant envie quand on suit cette épreuve, Charlie? Bah, écoute, moi, tous les ans, je regarde les dates de la solitaire pour voir si ça passe. Voilà, malheureusement, ça passe pas. Mais voilà, je continue à regarder. C'est vrai que le circuit IMOCA est assez dense là, et que voilà, pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté sur cette classe qui est très exigeante, bah, il faut des heures, il faut aligner les heures de navigation, d'entraînement, et voilà, c'est vrai que c'est pas simple de faire les deux vu le calendrier IMOCA actuel, mais voilà, je regarde je regarde tous les ans. J'espère qu'un jour ça passera. Toujours aussi accro. Ouais, pareil. Je t'avoue que après 2019, j'ai eu du mal à suivre les éditions suivantes parce que je pense que au bout de 8 années, je commence à en avoir marre. Là, ça m'a vraiment intéressé. Je t'avoue que j'avais regardé les dates pour aller à Kinsale, voir si je pouvais pas y aller en IMOCA, faire un tour, dire bonjour. Tu vois, c'est pour te dire l'accroche qu'on a tous avec cet événement-là. Mais effectivement, non, c'est trop compliqué. Et ça sera pour plus tard, quand on arrêtera probablement l'IMOCA, puisque le calendrier va être dense pour pas mal de saisons à venir. Effectivement, calendrier chargé. Alors, on va parler d'IMOCA maintenant. Jérémy, tu as été le premier à mettre, entre nos trois invités, à mettre à l'eau ton bateau. C'était en juillet 2022. Plan Manuard. Au bout d'un peu plus d'un an maintenant avec ce bateau, est-ce que on sait que ces bateaux prennent beaucoup de temps pour être pris en main. Est-ce que tu as l'impression de commencer à bien maîtriser ton Charles II? Ouais, on arrête pas de progresser sur le bateau. Là encore, c'est les heures de navigation qui font qu'on arrive à trouver les tout petits réglages qui peuvent faire des grosses différences au bout du compte. C'est des bateaux pas très simples, et voilà. Et donc, plus on navigue, plus on progresse. Ça met du temps aussi en termes de fiabilité. Je pense que on voit récemment des bateaux qui ont eu des problèmes de structure, et que voilà, les bateaux subissent quand même des grosses charges, des grosses pressions. Donc ça, c'est pas si évident que ça de faire tenir tout ça et longtemps dans le temps. Donc voilà, non, très content du bateau et très content de ce qu'on a vu là les dernières semaines notamment. La première saison en solitaire en fait limite un petit peu aussi on va dire tout le côté perfo, parce qu'on prépare le bateau pour faire du solo, donc on a peut-être d'autres préoccupations que la performance pure. Et puis là, les années de double, on peut travailler vraiment dans le fond, et puis on a refait des voiles aussi, on a fait toute l'avant-saison avec des vieilles voiles et ça aide pas, et là on a les voiles neuves qui viennent d'arriver, donc tout joue sur plein de petits détails, et on progresse. On va progresser l'année prochaine encore avec une nouvelle paire de folles qui va arriver, donc voilà, c'est de bon augure pour le Vendée Globe, je dirais. Ouais, comme pour ton précédent Vendée Globe, tu as fait le choix de mettre à l'eau ton bateau assez tôt. Est-ce que selon toi c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est pas aussi un petit peu risqué de prendre des décisions en termes de design très tôt, avant même l'arrivée du précédent Vendée Globe? Ouais, il y a une prise de risque en termes de design. C'est sûr qu'on est un an plus tôt, donc on peut pas observer ce qu'ont fait les différents concurrents. Maintenant, notre calendrier, il est fait comme ça, en accord avec notre partenaire aussi. On pense que d'avoir le bateau très tôt, ça permet aussi de déceler les défauts du bateau, et notamment ses points faibles. Et encore une fois, des points faibles potentiellement structurels. Donc voilà, moi je préfère ce calendrier-là. Il n'a pas été forcément gagnant ou concluant sur le précédent Vendée, mais on reste collé à ce calendrier qu'on pense pour nous être le plus rassurant. Et Charlie, vous avez mis à l'eau fin juin, c'est un timing un peu différent. Pourquoi ce timing? Tu as continué à naviguer avec ton ancien bateau à Pivia jusqu'à l'année dernière? Ouais, bah écoute, chacun aime bien son timing. Bien sûr. Voilà, bah, nous, voilà, en termes on espère qu'il n'y aura pas de pandémie mondiale l'année prochaine, qu'on va gagner du temps, qu'on n'a pas, enfin, il y a du temps qu'on va pas perdre l'année prochaine normalement. Cette année, bah, on a mis à l'eau un peu plus tôt qu'à Pivia si on calque les deux cycles. Donc voilà, avec l'expérience en plus de l'équipe, la majorité des membres de l'équipe sont les mêmes
sur Apivia, donc il y a beaucoup d'expérience accumulée. Voilà, on sent que quoi, le niveau de préparation du bateau à la mise à l'eau était vraiment bien plus élevé que celui d'Apivia grâce à cette expérience et à tous les membres de l'équipe là qui travaillent dur et qui sont fidèles depuis le premier projet, le premier cycle. Et ouais, franchement, le résultat du Fastnet, on s'attendait pas à faire aussi bien. Je pensais qu'on allait bricoler avec Pascal, mais en fait, pas du tout. On a continué à pas mal naviguer cet été. On a fait le choix de pas faire de chantier cet été, mais de faire plutôt un chantier de rentrée, parce que j'avais pas envie de faire un chantier avec pas assez de milles dans les pattes. Donc là, on a fait un chantier je crois on doit être 3500 000 on a réussi à faire 3500 000 avant de faire ce petit chantier de vérification. Donc voilà, on est content de notre timing. Je pense que c'est un timing qui tient grâce à l'expérience de l'équipe de Guillaume Verdier aussi, qui a dessiné quand même pas mal d'IMOCA entre temps, donc a pu bien progresser en termes de structure. Et voilà, on a bien pu naviguer cet été. On est content des performances. On pense avoir encore progressé un petit peu là ces derniers temps. Donc on a hâte de valider le travail de l'été sur ce rendez-vous de rentrée quel défi Azimut. Ouais, tu l'as dit, victoire sur le Fastnet dès la première course du bateau, à peine un mois après la mise à l'eau. Pourtant, vous avez rencontré quand même des conditions musclées sur cette édition. Vous avez poussé fort avec Pascal? Non, on était vraiment pas en optique régate pure au début. Hein. On s'est dit que l'objectif c'était vraiment la survie, de survivre les premières 12 heures de course. Donc on y allait un petit peu cool au début parce que on sentait que voilà, il fallait aller au bout pour apprendre, pour progresser. Donc voilà, on n'est pas allé pied au plancher au début. Au fur et à mesure de la course, voilà, on a vu que le bateau tenait, qu'on n'avait pas à bricoler, donc on a au fur et à mesure on a appuyé de plus en plus sur l'accélérateur. Même pour être honnête, hein, à 2 jours du départ, on s'est même posé la question si c'était vraiment raisonnable de faire le Fastnet avec un bateau si jeune entre les mains. Au vu des conditions météo, mais on a décidé d'y aller quand même et on a bien fait. Mais ouais, c'est vrai qu'au début de course, voilà, l'objectif c'était vraiment nous de survivre cette sortie du Solène là qui avec beaucoup de croisements là, qui était un peu compliqué, et puis survivre les conditions difficiles pour aller au bout de la course et voilà, et faire de la confrontation et apprendre, parce que voilà, comme le disait Jérémy tout à l'heure, c'est en enchaînant, c'est avec les heures de navigation qu'on apprend, donc voilà. Johan, toi, tu as mis à l'eau à peu près Carquea fin février. Depuis, tu as pris la 6e place de la Guyadère Bermude Millrace, 2e du Fastnet. Après 6 mois sur ce bateau, quels sont un peu tes premiers retours? Quels sont les premiers enseignements que tu peux tirer sur ton IMOCA, qui, on rappelle, est un nouveau plan Antoine Coche, cabinet Finauconque? Déjà, le skipper a besoin d'apprendre pas mal de choses pour le mener à 100%, parce que c'est quand même des bateaux très complexes et voilà, il y a quand même tout un panel de connaissances à acquérir pour les mener bien, faire les bons choix de voile, les bonnes trajectoires. Et il y a tellement de réglages entre les foils, le mât, la quille, les ballasts, les choix de voile, comme je viens de le dire, que c'est quand même complexe. Donc je commence à comprendre un petit peu les liens entre tout ça et comment l'utiliser. Donc ça se passe plutôt pas mal. On a un bateau qui est hautement optimisé pour le passage dans les vagues. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur un bateau qui va aimer tout ce qui est en dessous de 18 nœuds, on va dire, mais malgré tout, on s'en sort pas trop mal. On a pas mal progressé là-dessus. Et après, le passage dans les vagues avec un cockpit avancé, très protégé, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel où on prend énormément de plaisir à naviguer dessus. Et on a hâte donc de découvrir un peu ces phases de portant fort qu'on n'a pas vraiment vu sur le début de saison. Notre chance, c'est qu'on a eu 2 événements très vantés. Du coup, on a pu déceler des faiblesses structurelles dans le bateau. Nous, on avait un petit coup d'avance dans les renforts. Du coup, on n'a pas subi de casse aussi forte que celle de Thomas Ruyant, mais voilà, on a quand même profité de quelques temps de chantier pour améliorer tout ça, et du coup, on se sent dans une belle position parce que justement, on a mis la poignée dans le coin d'entrée pour éprouver le bateau le plus vite possible, pour pas
subir de dégâts trop tard dans la saison. Donc là-dessus, on est content. Et c'est vrai que les bateaux, j'imagine, puisque je connaissais pas bien la génération d'avant, mais on franchit encore un pas, parce que maintenant, on arrive à atteindre des 17-18 nœuds de moyenne au près, avec des pointes à plus de 20 nœuds. Et donc les impacts sont extrêmement forts, et on rentre dans des nouveaux domaines de structure que les architectes ne connaissaient pas. Donc voilà, écoute, on est plutôt bien passé à travers tout ça. On arrive au défi Azimut avec un bateau renforcé qu'on connaît de mieux en mieux. Jérémy, quels enseignements toi tu as tiré du Fastnet, hein? Vous avez terminé 12e avec Franck. Est-ce qu'on peut parler de contre-performance pour Charles II, et si oui, comment tu l'expliques? On était déjà un petit peu trop pressé au départ, donc on vole le départ et je sais plus combien est la pénalité, mais bon, voilà, ça c'est un autre débat sur les pénalités sur le départ. Je pense que c'est un petit peu dommage parce que si on met des grosses pénalités sur chaque rappel individuel, ben ça incite pas à être chaud sur la ligne. Donc voilà, je pense que les retours par les extérieurs, ça existe dans toutes les séries. Et je comprends pas pourquoi ça existe pas chez nous, mais c'est une parenthèse. Et c'est de notre faute surtout. Et puis ensuite, bah ouais, en fait, on a explosé notre J3. Donc ça nous a quand même beaucoup pénalisé pour toute la fin du bord de près et puis pour la suite pour le portant aussi. Donc voilà, ce que je disais, c'est que il faut aussi gérer toute la gestion du parc de voiles. On est limité en nombre de voiles sur une campagne, donc on est amené à naviguer avec des voiles qui ont quelques milles dans les pattes. Et voilà, les bateaux, comme disait Charlie et Johan, encaissant de plus en plus de charges, bah, les voiles ont des cycles de vie un petit peu limités aussi. Et voilà, donc je pense on était devant avec Johan et Thomas quand ça nous est arrivé. On a fait une grosse marche arrière enfin, un gros demi-tour de 15 000 à ce moment-là. Et puis, bah, la course était compromise derrière. Donc, voilà, ça peut arriver. Il faut pas que ça arrive de nouveau. Mais ça explique ce résultat qui est décevant à l'arrivée. Maintenant, on est là aussi sur toutes ces courses d'avant-saison pour essayer de les gagner, mais surtout pour essayer de préparer la Jacques Vabre. Donc, on a, comme les autres, appris plein de choses sur cette course et ça va nous servir pour l'avenir. Johan le disait, Thomas Ruyant est mort dans la gravière. On rencontrait des problèmes de structure assez importants sur ce Fastnet qui les ont conduits à ramener le bateau en chantier et à renforcer un peu la structure. Est-ce que toi, sur ton bateau, tu as connu ce genre de problème? Thomas Ruyant expliquait qu'il avait été presque surpris par les vitesses atteintes au près, hein. Johan parlait de 18 nœuds de moyenne. Est-ce que toi aussi tu as rencontré ce genre de problème sur Charles II? Non, non, pour l'instant, on n'a pas de problème de restructure. On sait qu'on a une carène qui est très volumineuse en SCO et Sam connaît forcément très bien ces carènes-là pour les faire, notamment en classe 40. Donc, on a essayé d'anticiper tout ça. Je pense que, en tout cas, pour l'instant, la structure présente pas de problème et n'a pas présenté de problème. On commence à avoir quand même quelques milles au compteur et notamment deux transats. Et où au retour on a notamment pas mal tiré sur le bateau. Donc voilà, on a pensé à tout ça. C'est des vitesses qu'on attendait sur les VPP et effectivement qu'on découvre en pratique, mais c'était simulé dans ce sens-là. Donc voilà, on touche du bois, hein, il faut jamais dire jamais. Il y a toujours pas mal d'incertitudes dans notre sport, mais pour l'instant on n'a pas de problème. Et de ton côté, Charlie, est-ce que, par exemple, ce qui arrive à Thomas en ce moment, est-ce que toi, avec ton équipe, ça peut vous conduire à revoir un peu la structure du bateau, comme c'est pas les mêmes plans, hein. On rappelle que toi, tu as un plan Guillaume Verdier, mais est-ce que ça peut vous conduire à renforcer un peu tout ça? Voilà, ce qui est sûr, c'est que les problèmes de structure, on peut tous y faire face un jour. Donc voilà, faut rester humble devant ça, hein, parce qu'on peut, voilà, on pousse tous le curseur au max. Donc voilà, ça peut arriver à tous les bateaux, à tout le monde. Ce qui est bien avec les Guillaume Verdier, c'est que il a quand même fait beaucoup d'IMOCA ces dernières années. Donc voilà, on a pu bénéficier un peu des retours, notamment de l'Ocean Race. Sur les renforcements qui ont pu être effectués. Donc voilà, nous on a pu réajuster un peu la copie avant même la mise à l'eau.
Mais ouais, c'est sûr que voilà, les vitesses sont fortes, les chocs énormes. Mais voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà, il faut. Après voilà, c'est toujours une. On est plutôt moi, je suis plutôt partisan de tirer fort et casser avant les courses importantes. Voilà, on a fait un petit peu plus doux sur le Fastnet parce que le bateau était vraiment très très neuf. Mais voilà, je pense que c'est plutôt la bonne méthode de tirer fort avant. Voilà, si on a une équipe suffisamment grosse et pour pouvoir réparer derrière, je pense que c'est quand même la bonne technique, hein, de tirer fort au début voilà, pour casser ce qui a cassé et d'être plus serein sur les courses importantes. Johan, cette nouvelle génération d'IMOCA, il y a beaucoup d'architectes différents qui se sont penchés sur le sujet, hein. Donc, plan Puech Fino compte pour toi, il y avait PLP, il y a Manuard, il y a Verdier, il y a les nouveaux plans Raison de Jean Lecam, Éric Bellion. Pour l'architecte naval que tu as été, ou en tout cas tu as suivi des études à Southampton comme Charlie d'ailleurs, j'imagine que c'est assez passionnant de voir un peu tous ces plans différents. Ouais, c'est assez dingo cette catégorie avec autant de technologie aujourd'hui. C'est vraiment l'éclate. C'est vrai que tu vois, on en parlait tout à l'heure. On voit les bateaux naviguer en simulateur. On a le potentiel de faire 2 designs de foil, plusieurs jeux de voile. On arrive à les modifier parce que on a des équipes assez conséquentes aujourd'hui et du coup on réfléchit en permanence à l'évolution suivante. Et tu vois, c'est vrai qu'on est déjà tous dans nos chantiers d'hiver, on sait déjà ce qu'on va changer, optimiser, refaire fabriquer. Et du coup, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup appris au contact d'Antoine, qui a été un hyper bon pédagogue pendant tout le processus de design et puis encore aujourd'hui. Donc, ouais, j'ai énormément appris. J'ai envie de te dire même que j'ai appris plus que pendant mes études, mais ça, c'est après normal, hein, puisque c'est le monde réel. Et vrai, après, j'ai fait des études d'architecture navale, mais je me sens loin d'être un designer d'un bateau comme celui-ci, même si aujourd'hui mon niveau de compétence a augmenté et je suis peut-être un petit peu plus capable d'entretenir une discussion de design de bateau aujourd'hui que je ne l'étais il y a un an ou deux. Jérémy, toi, quand tu regardes cette flotte, hein, cette nouvelle génération de bateaux, qu'est-ce qui t'inspire un peu tes concurrents par rapport aux tiens? Est-ce que tu notes des forces, des forces et des faiblesses des différents plans? Ouais, forcément on regarde, forcément on a toute une batterie de photographies, de mesures, de plans, on redessine, on compare. Voilà, non, non, les bateaux sont très différents. Maintenant, ouais, voilà, le problème c'est que les bateaux sont très très différents. Donc peut-être une géométrie de foil qui pourrait marcher sur le bateau d'Johan et qui peut être sympa, va pas marcher sur le nôtre parce que la quille est pas au même endroit, parce que les rockers sont pas le même, parce que la gîte que nécessite la carène sont différentes. Donc voilà, à un moment, il faut tout regarder, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des bonnes idées à attraper à droite à gauche, mais ça permet essentiellement de comprendre comment les concurrents marchent et pas forcément de décider de modifications sur son propre bateau. Je crois on fait des choix qui sont à un moment bloquant quand on design le bateau pour sa première mise à l'eau et il faut s'y tenir, savoir que la concurrence elle est élevée, se connaît les qualités des uns des autres. Euh, et voilà, écoute, moi je suis content avec le package que j'ai, c'est un package qu'on a essayé de designer pour le parcours du Vendée Globe. Peut-être qu'à l'image de ce que disait Johan, on n'est pas les plus à l'aise dans le petit médium, mais dans la brise, le bateau a vraiment des grosses qualités, comme d'autres d'ailleurs. Donc voilà, ça va être sympa de voir ce que ça donne sur la Jaguar, mais ça sera surtout sympa de voir ce que ça donne sur le Vendée Globe. Ouais, tu disais que tu auras des nouveaux foils l'année prochaine. Est-ce que déjà depuis un an, ton bateau a beaucoup évolué? Écoute, c'est vraiment des petites touches. On essaie de gagner du poids. On peut pas cacher que ces bateaux sont quand même assez lourds, hein, de plus en plus lourds. Ils vont de plus en plus vite, mais c'est aussi parce que on charge plus et que les foils développent énormément de puissance et le jeu de voile aussi. On a des carènes, en tout cas pour Charal, qui est beaucoup plus volumineuse que notre bateau précédent. Donc, on a aussi des règles de jauge qui nous imposent des limites d'utilisation de certains matériaux, notamment du nid d'abeille, qui font que les coques sont plus lourdes, donc des foils plus lourds, des structures plus renforcées, des coques plus lourdes. Du coup,
on essaie de gratter du poids partout là où on peut. Donc dans ce sens-là, et notamment avec Franck qui est un dingue de ce côté-là, on a fait beaucoup de travail et puis en aéro aussi. Donc voilà, non, pour l'instant ça a été des petites touches et puis surtout la gestion de pilotage automatique aussi, on a beaucoup progressé avec notre partenaire Pixel. Donc voilà, et l'année prochaine, ouais, ça va être un gros step en avant avec une nouvelle paire de foils qui va être un petit peu différente de celle-là. Voilà, ça progresse. Charlie, de votre côté, il y a également, comme pour Jérémy et son équipe, une deuxième paire de foils en prévision du Vendée Globe. Ouais, on est en cours de design là. On est dessus. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez passionnant. Hein. Voilà, c'est très stimulant là, ce qui se passe en IMOCA en ce moment avec voilà, plein de super concurrents, des super skippers, des super BE derrière. Des beaux bateaux, là, ça pousse, ça pousse, je pense, ça pousse tout le monde à aller plus loin, à chercher, à réfléchir, à trouver des nouvelles solutions, des nouvelles innovations. Et voilà, moi, je m'éclate dans cette classe. C'est voilà, forcément on regarde ce que font les autres. Effectivement, voilà, chaque bateau a un peu. Ce qui est assez fascinant, c'est que voilà, on travaille tous avec les mêmes règles et les équipes et architectes arrivent avec des réponses assez différentes, notamment sur les formes de coque ou organisation de cockpit. Et ouais, c'est vraiment passionnant donc la partie conception était vraiment passionnante et la partie développement, exploitation l'est tout autant, parce que voilà, on peut pas, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut pas, voilà, une fois que la copie originale sort, bah voilà, il faut continuer à travailler parce que tout le monde progresse, tout le monde fait des modifications, des nouveaux foils, voilà, travaille sur ses ballasts, sur ses réglages de pilote, sur ses voiles. Et voilà, il faut continuer à être en mouvement tout le temps, réfléchir, cogiter, essayer parce que voilà, les hiérarchies évoluent et en tout cas peuvent évoluer. Donc voilà, il faut toujours se remettre en question en permanence et voilà, je trouve ça vraiment génial. Vous avez eu une première confrontation sur le Fastnet. Depuis, vous avez eu des stages d'entraînement à Port-la-Forêt à plusieurs bateaux. Qu'est-ce que ça a donné du côté de Port-la, Charlie? Bah, comme tu le sais, on peut pas communiquer sur les résultats, mais ce qui c'est génial, c'est de se retrouver en groupe. Ouais, ça permet vraiment de progresser, hein, de naviguer ensemble, de se confronter. Ça permet aussi de voir voilà les points forts, les points faibles de son propre bateau. Travailler aussi les situations de régate avec le binôme, parce que cette année on est sur une année double, donc voilà, avec Pascal, ça nous permet aussi de travailler sur une organisation au bord, sur nos process de décision. Et aussi, voilà, ce qui est bien, ça permet d'évoluer un peu dans quelle direction il faudrait peut-être pousser les curseurs pour peut-être progresser dans un domaine, quitte à perdre dans un autre. Donc voilà, c'est assez génial. Et ce qu'on a fait aussi avec Johan, c'est que on a réussi à se retrouver là au mois d'août pour faire une navigation en tout boat testing, navigation à deux bateaux de 36 heures. Donc voilà, on a fait des speed tests là pendant 36 heures. C'est aussi très très instructif. Mais voilà, le groupe du pôle est vraiment top. Voilà, ça permet de vraiment travailler les situations de régate, de comparer les bateaux et d'arriver encore plus fort sur les courses. Et Johan, ils ont donné quoi alors ces speed tests avec Charlie? Putain, on s'est fait défoncer par Charal. Non, je rigole. Non, il y a eu, comme dit Charlie, normalement on donne pas de résultats là-dessus. Et puis en plus, pour te dire, par exemple, nous on a coupé le parcours parce qu'on avait mal navigué, on était en retrait. Du coup, on s'est remis avec Charlie pour essayer d'en apprendre un maximum sur ces entraînements-là. Et c'est un peu le but du jeu au final. Et c'est pas qu'une régate. Mais voilà, ouais, c'est sympa d'avoir des collaborations avec tous. Maintenant, les dés architecturaux sont jetés. On a des designs hyper différents. On va tous pousser pour les améliorer un petit peu dans leurs points forts et gommer leurs points faibles. Mais je pense qu'on surtout le livre est encore grand ouvert, quoi. On n'a pas de réponse tant qu'on n'a pas fait des centaines et des centaines de milles d'affilée dans la même direction. On n'aura pas le fin mot des performances de chaque bateau. Donc voilà, ça va être intense. Et puis comme le disait Charlie, c'est un peu, c'est pas évident, tu vois. On est en train de designer une deuxième paire de foils de la même façon, avec très très peu de milles sur les bateaux. Alors l'avantage c'est qu'on se rend vite compte
des petites erreurs, des petits défauts à gommer, des améliorations de ce qu'on aime chez les autres ou de ce qu'on n'aime pas chez nous. Et du coup, voilà, on est déjà dans ce processus là parce que les foils vont être en production cet hiver. On va tous les recevoir autour de l'été prochain. Et ça, c'est vraiment fantastique. On vit une époque vraiment sympa dans l'IMOCA. Il faut vraiment qu'on se batte pour préserver ça. Et Jérémy, Charlie parlait de two-boat testing avec le bateau de Johan. Toi, dans ton équipe chez BU Racing, vous avez intégré le projet Teamwork de Justine Métro qui a récupéré ton ancien bateau. Est-ce que vous faites aussi ensemble des two-boat testing pour comparer un peu les vitesses? Ouais, absolument. On a navigué la semaine dernière. Le stage du pôle a été annulé, faute de vent, et du coup, on s'est retrouvé avec Justine toute la semaine sur l'eau à essayer d'utiliser les petites souffles d'air qu'on a trouvés autour de l'île de Groix. Donc, c'était hyper intéressant. Effectivement, les deux bateaux et les deux équipes collaborent sur du line-up sur l'eau, mais aussi sur la météo à terre et sur la technique évidemment. Ça donne plus de potentiel aux deux bateaux, je pense, et voilà, ça donne une belle dynamique ici dans nos locaux à Lorient. Et puis on fonctionne aussi bien avec TRR, donc on essaie on fait du line-up régulièrement avec Thomas ou avec Sam, et du coup Sam était avec nous. On a navigué à 3 bateaux là, pas la semaine dernière, la semaine passée. C'est hyper intéressant. Donc voilà, là c'est vraiment là il y a une grosse progression, hein. Quand tu navigues avec des bateaux à côté, tu peux régler en direct, faire des observations en temps réel qui valent vraiment quelque chose, plutôt que de te comparer à des polaires et faire des analyses de data qui aident aussi, mais voilà, rien ne remplace le terrain, comme on dit dans d'autres sports. Charlie, parlons maintenant de ce défi Lorient, de ce défi Azimut Lorient Agglomération. Qu'est-ce que représente un peu cette course pour vous? On a un peu l'impression, vu d'extérieur, c'est un peu la rentrée des classes, cette épreuve. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu la course de rentrée après les navigations ou les chantiers estivaux. Donc voilà, chacun a fait ses petits progrès, ses petites modifs. Donc voilà, on est proche des grosses échéances automnales. Cette année, c'est la Jacques Vabre et le retour à la base. Et c'est l'occasion de se confronter un peu une dernière fois en course avant cette épreuve. Voilà, peut-être l'occasion encore de faire des petits ajustements en fonction des conclusions de la course avant la Transat Jacques Vabre. Ça permet aussi d'embarquer les partenaires. Voilà, on en profite pour faire le baptême de Massif samedi. Ouais, il y a le Tour de Groix est remplacé par les runs, mais voilà, c'est un format qui est sympa, voilà, qui mixe un peu sportif pur et aussi opération avec les partenaires. Donc voilà, mais voilà, c'est vraiment la course où tout le monde se retrouve, le dernier rendez-vous avant la Jacques Vabre qui arrive très vite. Et voilà, l'occasion de se mesurer une dernière fois à tout le monde en course avant ces grands rendez-vous. Johan, le plat de résistance, je parlais de plat de résistance tout à l'heure de ce défi Azimut, c'est la course des 48 heures, c'est un vrai warm-up de la Transat Jacques Vabre. Ouais, carrément, ça va être génial. Je pense qu'en plus on a des conditions qui vont nous mettre dans le bain. Là, on commence à récupérer les premiers coups de vent automnal. On va sortir de l'été. Enfin, parce que en fait, c'est des bateaux qui sont durs à mettre au point, mais il faut aussi des conditions qui vont bien. Et en fait, l'été, là, dans les 15 nœuds d'air un peu léger, on n'arrive pas trop à obtenir ce que l'on veut. Donc voilà, hier, par exemple, on est sorti, on est revenu dans 25 nœuds, dans un air un peu dense. Voilà, ça commençait à ressembler à ce qu'on va avoir sur la Jacques Vabre. Du coup, ça permet de mettre au point vraiment et de travailler sur les voiles et les attitudes de bateau qui vont nous concerner. Donc là, je pense que la météo va être top pour ça. Le plateau, il est là, donc on sait très bien que on va essayer de se battre à l'avant et à la fois, si on a quelques soucis, on ne se débrouille pas très bien, on a toujours une flotte assez conséquente derrière, donc on aura toujours des concurrents à proximité. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est vraiment un bel événement. Et puis, voilà, on va essayer de partager malgré l'annulation des runs qui forcément embête un petit peu nos partenaires qui misaient là-dessus pour faire venir des invités.
Bon, ils se rattraperont dimanche. Parlez-nous tous les trois de vos skippers respectifs. Hein. On a affaire à des Top Gun. Hein. Yann Elias pour toi, Johan. Pascal Bidégory pour toi, Charlie. Et Franck Camas pour toi, Jérémy. Alors, on va continuer avec toi, Jérémy. Du coup, Franck Camas, pourquoi le choix de Franck, qui avait une expérience relativement limitée en IMOCA? L'idée, en fait, à la base, c'était d'impliquer Franck dans toute la partie design du bateau. Donc il a été là depuis le tout début et depuis même la sélection de l'architecte. On a fait ça ensemble tous les deux et avec Nico Andrieux qui est le patron de notre bureau d'études ici. Et voilà, et c'est quelqu'un qui, c'est pas la peine de dire qui navigue bien, enfin qui est un énorme champion, mais qui a aussi cette particularité d'être super bon sur la partie design. Et puis après, bah, on connaissait pas forcément son calendrier pour les saisons à suivre, mais c'était évident que s'il avait des disponibilités, j'avais dit que j'adorais qu'on navigue ensemble. Et puis son calendrier s'est un petit peu dégagé, et j'ai sauté sur l'occasion de l'impliquer sur la mise au point du bateau d'abord, et puis sur toute la partie double cette année. Donc on a vraiment de la chance pour le développement du bateau, pour la partie sportive, et puis aussi pour toute l'équipe d'avoir quelqu'un comme ça qui est dans le détail, qui pousse tout le monde vers le haut et voilà, qui se retrousse les manches, qu'elle a en permanence du matin au soir. Donc c'est vraiment une grosse chance de nous avoir, de l'avoir pour nous dans l'équipe. Et puis ouais, je pense que voilà, la présence de Franck ou de Pascal souligne aussi que cette série IMOCA, elle intéresse tout le monde et notamment les plus grands noms, et que la confrontation qu'il peut y avoir sur l'eau, la confrontation des idées, le développement des bateaux qui est permanent, comme a souligné Charlie, attire tout le monde. Et Franck, effectivement, qui n'était pas forcément un grand connaisseur, en tout cas qui avait pas beaucoup fait d'IMOCA jusqu'à présent, a été attiré par tout ça aussi. Donc je pense que c'est génial pour tout le monde d'avoir une personnalité comme lui dans notre circuit. Ouais. Et comment ça marche un attelage Jérémy Franck Camas sur l'eau? Ouais, écoute, on vient tous les deux avec nos expériences, avec nos façons de faire, avec nos idées, nos points de vue. Donc des fois, il faut être capable de les confronter et d'accepter que c'est des idées du copain qui sont les meilleures. Donc voilà. Mais si tu veux pas ça, tu prends, on va dire, quelqu'un qui a peut-être un petit peu moins d'expérience et tu gardes la main sur tout. Moi, je pense que dans mon équipe, j'essaie d'être ouvert et d'essayer d'écouter les bonnes idées. Et si la bonne idée elle vient pas de moi, c'est pas grave, du moment que ça fait progresser. Et voilà, tu peux pas faire venir Franck Hamas dans ton équipe en disant je vais le je vais le bâillonner et je vais pas écouter ce qu'il a à dire. Donc voilà, ça veut aussi dire que des fois il faut composer avec et on apprend à se connaître sur l'eau, on apprend à communiquer et on apprend de nos erreurs aussi. Je pense que de ce point de vue-là, le Fastnet, et notamment sur les lignes de départ, nous a un petit peu rappelé à l'ordre. On a bien débriefé ça avec Bertrand Passé qui s'occupe de toute la partie coaching et voilà, on progresse. Ouais. Et de ton côté, Charlie, tu avais disputé la Jacques Vabre en 2019 et remporté avec Yann Elias. Tu la précédente en 2021, donc tu as pris deuxième place avec Paul Meillat. Cette fois-ci, Pascal Bidégory, tu l'avais sous la main chez Merconcept. Ouais, bah écoute, ouais, en fait, Pascal était déjà venu naviguer à Pivia dans ma préparation Vendée Globe. Donc voilà, on a fait des naves au large ensemble avec Yann Elias aussi d'ailleurs. Voilà, il a participé à des stages du pôle aussi de préparation au Vendée. Pascal, c'est un marin hors pair et c'est aussi un très très bon développeur de bateaux. Ouais, il est très réputé pour ça et c'est même ces dernières années il s'est spécialisé dans le développement d'IMOCA à neuf, et le hasard fait que à chaque fois c'est des plans verdiers, donc voilà, il commence à bien connaître les IMOCA verdiers. Donc voilà, c'est génial de l'avoir dans l'équipe. Il est très très impliqué, très présent dans la mise au point du bateau, et voilà, ça se passe super bien avec moi et aussi avec toute l'équipe, et voilà, c'est génial de pouvoir de l'avoir comme co-skipper voilà, cette année sur la saison double. Et toi, Johan, comment tu as fait le choix de Yann, un triple vainqueur de la Jacques Vabre, je crois deux fois en IMOCA, une fois en multi 50?
Bah voilà, comme ça. J'ai lu son CV. Écoute, on avait fait une petite shortlist, on avait regardé un peu les compétences qu'on cherchait et on cherchait surtout quelqu'un qui pouvait nous caler dans l'utilisation d'un IMOCA, éviter les grosses bêtises, un peu nous rappeler à l'ordre quand il fallait. Et donc là-dessus, il remplit parfaitement son job. Il a pris en charge un peu tout le côté manœuvre, piano du bateau, donc il a été hyper présent dès la fin du chantier. Dès que l'on a pu mettre les mains un peu sur des cordages et des winches, on a peaufiné un peu tout ça. Enfin, il s'en occupait avec un jeune gréeur, Louis Dubois, là, chez nous. Et voilà, et donc il est très impliqué au jour le jour. Il mène un peu deux choses de front parce qu'il essaye de devenir aussi directeur de course dans les prochaines années. Il va s'occuper un petit peu du Vendée avec Hubert, donc c'est bien, c'est sympa d'avoir une espèce de double casquette. Et écoute, ça se passe très bien. On a une bonne entente à bord. C'est forcément jamais facile, hein, comme dans les autres équipes avec de gros caractères. On est tous un peu expérimenté et puis on a un avis sur tout globalement, donc voilà, il faut apprendre, comme le disait Jérémy, à écouter les bonnes idées de l'autre voilà, et à accepter l'autocritique. Et c'est ça qui est génial, et généralement avec des sportifs de haut niveau comme ça, c'est assez facile. Et nous on a fait pareil sur notre Fastnet, hein, ou sur nos autres événements, ou sur les dernières naves du pôle où on a fait des bêtises. Voilà, assez facilement on se dit putain, moi ça c'était ma connerie, je lève la main, désolé, on ne devrait pas faire comme ça, et donc ça c'est génial parce que tu sens que ça tire assez vite vers le haut, et voilà, donc en général une bonne relation avec Yann. Jérémy, est-ce que je me trompe si je dis que les trois invités de cet épisode sont les trois favoris, la Transat Vabre, auxquels on rajoutera quand même Thomas Ruyant et Morgan Lagravière? Ah non, moi je fais plus de pronostics. Moi. Je ferai pas dire ça, favori, tout ça, j'arrête avec tout ça. Ça finit mal à chaque fois. Donc, non, bah oui, Massif, Arkea, Planète, People, ouais, c'est des super bateaux avec des super équipages. Je pense qu'on parle beaucoup des bateaux, c'est bien de parler des coéquipiers parce que c'est des super binômes, quoi. Donc, voilà, le niveau il a encore carrément augmenté, et il va falloir, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il va falloir s'accrocher pour finir devant. Ouais. Toi, sur cette course, on se souvient du scénario malheureux pour toi, heureux pour Charlie, sur l'édition 2019 où vous étiez avec Christopher resté complètement bloqué dans le poteau noir, et vous aviez malheureusement pour vous, regardé les petits copains faire le tour. Tu as fait troisième donc en 2019, troisième en 2021. Tu l'as quand même gagné aussi avec Jean-Pierre Dick. Il y a un petit sentiment de revanche quand même sur cette Transat Jacques Vabre. Oui et non, 2019, c'est quand même, ça fait quand même Ouais, ça commence à temps. remonter. Voilà, bah, on sait que le parcours il est quand même piégeux. Le départ il peut être vanté au pré, vanté au portant. Après, c'est quand même une course quand même plutôt de vent plutôt médium, et notamment la dernière partie. Le poteau noir il est piégeux. Il faut aller vite, il faut un bateau qui va vite, mais il faut faire quasiment zéro erreur en termes de stratégie, quoi. Donc voilà, ça va être ultra intense. On a envie de gagner, voilà, on a besoin de victoire, donc on va mettre tout ce qu'on pourra sur cette course-là. Encore une fois, c'est des bateaux, et en tout cas Charal des bateaux qui ont été designés et pensés pour le Vendée Globe. Donc ouais, les dés au niveau design, comme disait Johan, je crois, ont été jetés. Le package global, on le connaît, mais on essaie d'optimiser là au max le bateau pour le double et pour les conditions de la Jacques Vabre, voilà, on essaie d'avoir le meilleur bateau. On travaille en permanence avec Franck pour que notre binôme il fonctionne le mieux possible, et voilà, on sait que ça va être une super régate, que ça va être hyper disputé, qu'il faudra faire zéro erreur, donc voilà, on a dit être. Johan et Charlie, pour vous, il y a un petit enjeu supplémentaire sur cette Transat Jacques Vabre, dans le sens où après il y a une course qui s'appelle Retour à la base, qualificative pour le Vendée Globe. Il faut absolument que vous preniez un minimal départ. Vous n'êtes pas obligé de finir, mais au moins prendre le départ. Est-ce que sur cette Jacques Vabre, ça peut vous conduire à lever un peu le pied, parce qu'il faut vraiment que vous soyez à l'arrivée en Martinique pour pouvoir prendre le départ dans la foulée de Retour à la base, Charlie?
C'est pas l'objectif. Quand je fais une course, j'aime bien la faire vraiment. Mais ouais, c'est vrai que voilà, on subit quelques contraintes avec les qualifications du système de processus de qualification du Vendée Globe. Mais non, on fera la Jacques Vabre. Voilà, c'est une course. Moi, c'est une course qui me tient particulièrement à cœur. Donc non, on fera la Jacques Vabre au max pour essayer d'aller la chercher. Johan. Ouais, je crois que Charlie l'a bien dit, c'est dur pour nous dans nos projets où on s'implique fortement sur le côté sportif de dire qu'on va lever le pied. En tout cas, il faudrait vraiment que ça soit hyper fort pour qu'on en vienne à ce point-là à lever le pied. L'enjeu, il est énorme parce qu'aujourd'hui, on a, si je me trompe pas dans mes calculs, on a 14 bateaux neufs pour 13 places. Donc l'enjeu n'est pas que de finir le retour de prendre le départ du retour à la base, mais aussi de le terminer et idéalement de ne pas le terminer dernier bateau neuf. Ça, c'est pour ce qui me concerne, parce que ce qui concerne par exemple Charlie est un peu différent puisqu'il est très bien placé au 1000 et il se qualifiera probablement en bateau neuf. Donc voilà, il a une sorte de marge d'erreur assez confortable, on va dire. Ouais, mais là, tu parles des règles, c'est les règles de sélection s'il y a plus de 40 bateaux. Après, il y a aussi les règles de qualification. Je rappelle juste, pour nos auditeurs, pour la qualification, il faut avoir terminé, il faut avoir pris le départ d'une course en solitaire avant la fin de l'année 2023 et en 2024, donc soit la Transat anglaise, soit la New York Vendée Les Sables. Il faut en avoir terminé une des deux. Donc ce qui veut dire qu'il faut quand même prendre le départ. Tout ça, c'est un peu lié, quoi. Oui, bien sûr. Tout est lié. Enfin, en gros, on doit faire ces événements-là pour la qualif, mais pour être sélectionné, il faut qu'on les termine bien, quoi. Bien sûr. Pour finir, Jérémy, je pense que le programme de Johan et Charlie est assez similaire. Quel va être le programme justement maintenant jusqu'à la Transat Jacques Vabre après ce défi Azimut? J'imagine qu'il y a encore quelques petits stages du côté de Port-Laf. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a 1 ou 2 stages du côté de Port-la-Forêt. Donc c'est essentiellement autour de ça, et puis voilà, toute la préparation logistique du départ de course, de l'arrivée, du retour, l'enchaînement des 2 courses pour toute l'équipe est un peu demandant aussi. Hein. On n'aura pas tant que ça de courses entre les 2 courses, donc il faut prévoir les expéditions de voile, de pièces de spare, de matériel pour le retour, et puis voilà, on va continuer à travailler sur la météo avec Marcel Ventrist qui nous aide là-dessus, et puis voilà, bien se reposer. Je pense que ça va être important aussi, et puis être très pour le départ et le convoyage vers le Havre qui va arriver très vite. Ouais, arriver au Havre, c'est quoi, vers le 20 octobre? Vous avez une présence obligatoire à quel jour, tu sais? Écoute, je vais ouvrir mon calendrier puis je vais dire ça tout de suite. Charlie et Johan, est-ce que vous le savez? Mercredi, je crois, avant le départ, ouais, c'est ça. D'accord. Mercredi avant le départ, c'est autour du 20 octobre. Très bien. Eh ben, messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps dans cette semaine chargée de participer à cet épisode de Pause Report. On vous souhaite un bon défi Azimut. Donc, on rappelle qu'il n'y a pas de run de vitesse demain parce que trop de vent. Mais départ de la course des 48 heures jeudi et les runs de vitesse dimanche. Et après, on se donne rendez-vous au Havre pour le départ de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre le 29 octobre. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 133e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci Axel. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!